Dans les terres rouges de Dambassa, là où le vent murmure aux oreilles des anciens et où les baobabs gardent la mémoire des rois, vivait Kwanzaa. Un souverain fort, respecté, mais profondément seul. Il régnait sur un royaume vaste et prospère, mais son trône d'ébène était partagé avec 4 femmes. 4 âmes, 4 forces, 4 miroirs de lui-même. Chacune portait une vérité. Dara, la loyale première épouse, douce et constante comme la rivière au matin. Imani, la sage, dont les mots savaient percer les ténèbres. Tari, la stratège, acérée et brillante comme la lame d'un couteau. Et Nia, la dernière, la plus jeune, celle dont la beauté embrasait tout sur son passage, même la raison du roi. Mais derrière les murs dorés du palais, quelque chose se fissurait. L'amour qu'il portait à Nia devenait obsession, et dans l'ombre, les autres reines voyaient le roi dépérir. Lorsque la maladie frappa, ce ne fut pas seulement un corps qui vacilla. C'est tout un royaume qui trembla. Ce récit est celui d'un roi à l'agonie, de femmes liées par le devoir et le silence, et du souffle ultime d'un homme que l'histoire refuse d'oublier. Le palais de Dambassa s'étendait comme une mer d'ivoire au cœur de la savane, vaste, majestueux et silencieux. Mais ce silence n'était pas vide. Il était tissé d'attentes, de regards, de soupirs que personne n'entendait. C'était là que vivait le roi Kwanzaa, grand souverain au port fier et cœur divisé. Car plus que son sceptre, c'étaient 4 femmes qui rythmaient sa vie. 4 épouses, chacune occupant une aile du palais, chacune représentant un vent différent. Et ensemble, elles formaient ce que l'on appelait la maison aux 4 vents. À l'est, vivait Dara, la première épouse. Fidèle comme la lumière de l'aube, elle n'était ni bruyante, ni flamboyante. Mais sa constance était un refuge. Elle priait chaque matin pour son roi, elle préparait des infusions qu'elle déposait en silence devant sa porte. Elle était la racine, invisible mais essentielle. Au nord, régnait Imani, la sage. Les anciens la consultaient, les griots écoutaient ses visions. Elle ne parlait que lorsque les mots avaient du poids. Elle savait lire les signes dans les rêves, et les vérités dans les silences. Avec elle, le roi avait jadis trouvé du réconfort dans ses doutes. Mais il s'en était éloigné. À l'ouest, se tenait Tari, la stratège. Elle maîtrisait les alliances, anticipait les conflits, connaissait le nom des chefs de clan comme s'il était ses propres frères. On disait qu'elle pouvait déjouer une guerre par une lettre. Mais derrière sa brillance se cachait une impatience profonde et un orgueil blessé. Et puis, au sud, flamboyait Nia, la dernière. Jeune, belle, irrésistible, le roi passait désormais toutes ses nuits dans son aile. Là, les parfums d'ambre et de myrrhe flottaient, les rires résonnaient, les miroirs reflétaient une jeunesse éternelle. Nia n'avait ni sagesse, ni stratégie, ni loyauté. Elle avait le feu, et elle le savait. Ce feu, Kwanzaa le recherchait. Il s'y réchauffait, il s'y perdait, et pendant ce temps, les 3 autres reines observaient. Elles voyaient son corps s'affaiblir, son regard s'éteindre, son esprit s'égarer. L'homme qu'elles avaient connu, aimé, soutenu, n'était plus que l'ombre de lui-même. Un soir, sous une lune pleine et lourde comme un présage, un fait rare se produisit. Les 3 femmes se retrouvèrent dans la même pièce. Pas par hasard, pas par amitié, mais par nécessité. Elles s'assirent autour d'un plateau de fruits. Longtemps, elles se taisaient. Puis Imani murmura, « Il se meurt », et elle l'enlace dans sa chute. Tari, les yeux sombres, répondit, « Il ne nous voit plus. Il ne voit qu'elle. Et elle, elle voit le trône. » Dara, la voix douce, mais ferme, conclut, « Si nous restons chacune dans notre coin, ce royaume s'effondrera avec lui. » Ce fut un pacte silencieux, non pas né de l'amour, mais du devoir, non pas pour elle-même, mais pour lui, pour le royaume, pour l'histoire, car parfois, ce ne sont pas les cris qui changent un destin, mais les alliances nées dans les ombres, les regards lucides, et les décisions que l'on prend. Quand le cœur n'a plus le luxe de choisir l'amour. Nia dansait, ses voiles effleurant le sol, ses bracelets tintant comme 1000 secrets, elle semblait faite de lumière et de feu. Le roi Kwanzaa la regardait, fasciné, affaibli, vidé, mais encore attaché à cette femme comme un arbre desséché reste enraciné à une terre qui ne le nourrit plus. Chaque nuit, Nia remplissait son espace d'encens, de musique et de soupirs. Elle riait, l'embrassait, le rassurait. Elle disait, « Mon roi, tu es fort. Tu es éternel. Tu n'as besoin de personne d'autre. » Et il la croyait. Car il voulait y croire. Mais ailleurs, dans les autres ailes du palais, l'inquiétude s'épaississait comme une brume. Dara observait les visages des serviteurs et les tasses qu'on apportait au roi. Imani étudiait ses symptômes. Tari questionnait les gardes, les cuisiniers, les herboristes. Toutes sentaient que quelque chose clochait. Et ce quelque chose avait un nom, Nia. Le roi dépérissait. Il dormait à peine. Son esprit s'égarait. Il oubliait des noms, confondait les jours, parfois même. Il appelait Nia par un autre prénom. Et certains soirs, on l'entendait pleurer. Un matin, Imani fit venir un ancien guérisseur venu des terres du Nord. Elle ne lui parla pas du roi, mais décrivit ses mots, un par un.
Le vieil homme écouta, longuement. Puis il ouvrit sa besace et en sortit un petit sachet de lin contenant une poudre noire. C'est un poison lent, dit-il. On l'appelle la racine de Kalemba. Il affaiblit, il trouble, il attache. Il ne tue pas, mais il brise le corps, l'esprit, et surtout, le jugement. Le cœur d'Imani se serra. Cette nuit-là, alors que Nia dansait encore dans la cour, enveloppée de rires et de louanges, Imani s'introduisit discrètement dans ses appartements. Elle fouilla dans les coffrets, sous les coussins, derrière les étoffes. Elle ouvrit une boîte en nacre sculptée, dissimulée sous le lit. Et là, elle trouva la poudre. Elle la sentit, odeur métallique, texture trop fine, exactement ce que le vieil homme avait décrit. Quand elle revint, elle posa la boîte devant Dara et Tari. Elle l'envoûte, dit Imani. Elle le garde sous son pouvoir. Pas par amour, par stratégie. Elle veut la couronne, murmura Tari. Et elle la veut seule. Alors il faut qu'il sache, dit Dara. Pas par force, par vérité. Mais Nia, cette nuit-là, vit l'ombre d'Imani dans son miroir. Elle comprit que les trois autres s'étaient levés. Et dans ses yeux, pour la première fois, brillait la peur. Non pas la peur d'être accusée, mais celle d'être démasquée. Le lendemain, Kwanzaa refusa le thé qu'elle lui tendait. Il détourna le regard. Il dit qu'il était fatigué. Et ce mot, fatigué, résonna dans la poitrine de Nia comme un présage. Car lorsqu'un roi commence à douter de celle qu'il aime, le pouvoir change de main, sans un mot, sans un cri. Et Nia, pour la première fois, sentit le trône lui glisser entre les doigts. Mais elle n'était pas femme à se laisser abattre. Si elle voulait la guerre, alors elle leur offrirait la guerre du cœur. Et dans cette guerre, tous les masques tomberaient. Le matin se leva sur Dambassa comme une brume de cendres. Dans les jardins royaux, les oiseaux chantèrent à peine. Le vent ne portait plus les parfums sucrés de la cour. Il charriait une odeur d'herbe sèche et de faim imminente. Kwanzaa s'éveilla difficilement, le souffle court. Il mit du temps à se redresser. Quand enfin il croisa son propre reflet dans le miroir, il fut frappé. Ce n'était plus un roi qu'il voyait, mais un homme vidé, les épaules tombantes, les joues creuses, les yeux embués. Ce regard-là n'était plus le sien. Ou peut-être l'était-il, mais depuis longtemps oublié. Il se demanda, quand ai-je cessé d'être moi-même ? Et dans le silence de sa chambre, la réponse s'imposa, le jour où j'ai cessé d'écouter celle qui voyait. Ce jour-là, il ne fit pas appeler Nia. Il demanda Dara. Elle entra simplement, le regard doux mais ferme. Aucune trace de vengeance, seulement cette fidélité ancienne qu'il avait piétinée sans même la voir. Il voulut parler, s'excuser. Mais Dara posa un doigt sur ses lèvres. « Repose-toi, dit-elle. L'amour ne guérit pas toujours, mais le respect, lui, apaise. » Il ferma les yeux, et pour la première fois depuis des lunes, il se sentit en sécurité. Un peu plus tard, il fit appeler Imani. Elle arriva accompagnée d'un garçon à la peau sombre et aux yeux vifs. C'était un apprenti guérisseur, formé dans les collines de Ngoma. Il apportait non pas des potions, mais des mots. Des vérités. Il parla de racines interdites, de poudres qui troublaient le jugement, de poisons qui liaient l'esprit et le corps jusqu'à la dépendance. Le roi comprit. Il n'avait plus besoin de preuves. Il avait vécu le piège. Mais au lieu de la colère, c'est la lucidité qui s'éveilla. Il demanda alors à voir Tari. Elle entra vêtue de son boubou sombre, le visage droit, les yeux clairs comme l'acier. « Si tu étais à ma place, que ferais-tu » demanda-t-il. Elle répondit sans hésiter. « Je convoquerai la vérité, je ferai tomber les masques. Et j'écouterai, cette fois, ceux qui n'ont jamais cessé de veiller. » Il hocha la tête, puis dit « Prépare cela. » Mais discrètement. Le royaume n'a pas besoin de spectacle. Il a besoin de justice. Le soir venu, Kwanzaa convoqua Nia. Elle entra, parée comme toujours, le sourire prêt, les épaules dénudées, sûre de son effet. Mais cette fois, rien ne se produisit. Le roi ne sourit pas, ne tendit pas la main. Et autour d'eux, Dara, Imani et Tari étaient là. La jeune femme s'immobilisa. Son regard glissa d'un visage à l'autre. Son sourire vacilla. « Tu as quelque chose à dire, Nia » demanda le roi, sa voix douce mais tranchante. Elle fronça les sourcils, puis reprit son masque. « Je t'ai aimé, dit-elle. Plus que toutes les autres. Elles te veulent pour le trône. Moi, je te voulais pour toi. » Elle sortit alors une dague fine, cachée dans les plis de son pagne. Les gardes s'agitèrent, mais elle ne menaça personne. Elle la posa doucement au sol, entre elle et le roi. « Si j'avais voulu ta mort, tu ne serais plus là. Ce que je voulais, c'était exister à travers toi. » Un silence lourd s'abattit. Puis elle ajouta, en fixant les trois femmes. « Mais je ne suis pas la seule à avoir joué. Vous avez tous vos secrets. » Et elle sortit, la tête haute. Mais derrière elle, le roi sentit quelque chose bouger en lui. Pas de la haine, pas de chagrin, une force ancienne, un réveil. Le lion n'était plus perdu. Il se souvenait de qui il était. Cette nuit-là, la lune semblait plus proche. Comme une veilleuse suspendue au-dessus de Dambassa, témoin silencieuse d'une guerre sans épée. Mais pas sans blessure. Dans l'aile de l'Est, Dara priait, le front posé sur son tapis.
Elle priait pour lui, pour elle, pour ce royaume qui s'effritait entre des mains qui avaient jadis bâti ensemble. Ses larmes glissaient sans bruit, comme si même la douleur devait rester digne. Au nord, Imani méditait. Les encens brûlaient autour d'elle, dessinant des spirales invisibles dans l'air. Elle avait fermé les yeux, mais son esprit restait en éveil. Dans le silence, elle entendait les choses qu'on ne dit pas. Les regrets, les désirs refoulés, et les préparatifs de la dernière pièce qui se mettrait bientôt en mouvement. À l'ouest, Tari écrivait des lettres, des instructions. Elle avait convoqué l'un des plus anciens espions du royaume, un homme nommé Nkolo, jadis banni pour avoir dit une vérité trop tôt. Il revenait en éclaireur du passé. Et elle, la stratège, se préparait à ce que même le roi semblait redouter, la vérité mise à nu. Et au sud, dans la chaleur étouffante de ses appartements, Nia affûtait une lame. Ce n'était pas une arme royale, ni une dague de parade. C'était une lame fine, courbe, transmise par sa grand-mère, une guérisseuse redoutée dans les forêts profondes. Ce n'était pas une dague faite pour tuer, mais pour rappeler que toute femme, même adorée, peut devenir dangereuse. Car Nia n'était plus la favorite. Elle était la cible. Elle avait vu les regards changer, senti le poids du doute s'installer dans le cœur du roi. Elle savait désormais que les trois autres s'étaient alliés. Et pire encore, qu'ils les écoutaient. Alors elle se leva, se coiffa lentement, se drapa de rouge. Et elle attendit. Le lendemain, au lever du soleil, le tambour sacré retentit dans tout le palais. Une convocation, secrète, solennelle. Le roi appelait ses 4 reines dans la salle du conseil intérieur. Pas d'escorte, pas de public, juste lui et elle. Kwanzaa était là, assis droit malgré la fatigue, la peau pâle, mais les yeux éveillés. Autour de lui, le silence était plus tranchant que n'importe quelle parole. « Je ne veux pas d'aveu, dit-il, ni de supplication. Ce que je demande, c'est la vérité, car j'ai trop dormi, trop cru, trop aimé à l'aveugle. » Il regarda chacune d'elles, puis désigna Tari. Elle parla la première. Sa voix était ferme, posée. Elle énonça des faits, pas des jugements. Les changements d'attitude, les symptômes, les rumeurs. Pas un mot de trop. Imani suivit. Elle posa sur la table la petite boîte en nacre. La poudre y reposait encore, sombre, silencieuse. Elle évoqua les herbes interdites, les effets, les preuves anciennes. Mais sa voix ne tremblait pas. Elle ne parlait pas pour accuser. Elle parlait pour libérer. Dara parla peu, mais ses mots résonnèrent comme une cloche. « Aimer ne suffit pas, dit-elle. Quand l'amour devient cécité, il détruit plus qu'il ne protège. » Puis ce fut Anya. Elle se leva, le regard droit, sans sourire. Elle sortit sa lame. Les gardes tressaillirent, mais elle la posa au sol. « Si j'avais voulu du mal, vous ne seriez pas là. J'ai aimé, peut-être mal, peut-être trop, mais ce que je voulais, je l'ai déjà perdu. » Elle regarda le roi. « Et vous, mon roi, que reste-t-il de vous, quand elle vous arrache à moi ?» Personne ne répondit, mais dans les yeux de Kwanzaa, il y avait un mélange d'épuisement et de décision. Car désormais, le jugement ne serait plus reporté. Il serait rendu, par la terre, et par le ciel. À l'aube, le ciel de Dambassa s'embruma d'un voile pâle. Pas de pluie, pas de lumière vive, juste un silence suspendu, comme si la terre elle-même retenait son souffle. Le tambour sacré retentit une seconde fois. Lentement, 3 coups, espacés, le signe d'un rituel ancien. Le jugement des ancêtres, un rite rarement invoqué, réservé au moment où la voix d'un roi ne suffisait plus. Sur la place du grand baobab sacré, les foules se rassemblèrent. Hommes, femmes, vieillards, enfants. Tous savaient qu'ils allaient assister à un moment qui marquerait l'histoire. Le trône vacillait, et avec lui, les certitudes. Au centre du cercle sacré, le roi Kwanzaa, vêtu de blanc, tenait à peine debout. Mais son regard était clair, lucide. Une dernière fois, il allait écouter. Une dernière fois, il allait juger. Non pas seul, mais avec la terre pour témoin, et les ancêtres pour voix. Les 4 reines furent appelées. Dara, la loyale, s'avança en premier. Ses pas étaient calmes, assurés. Elle posa ses mains sur la terre et murmura une prière. Elle ne demanda rien, elle ne se justifia pas. Elle offrit simplement sa vérité en silence. Imani suivit. Drapée de bleu, elle chantonna une ancienne mélodie en langue oubliée. Les plus anciens reconnurent l'air, un appel à la justice céleste. Elle prononça des mots que seule la terre comprend. Tari, elle, s'avança avec fierté. Elle regarda les anciens droits dans les yeux. Elle parla de stratégie, de devoir, de sacrifice. Pas une larme, pas un frisson. Elle défendait le royaume, disait-elle, même quand le roi dormait. Enfin, Nia s'avança. Elle était nue de bijoux. Sans parfum, sans théâtre. Elle portait une simple robe de lin. Son visage, autrefois maquillé avec soin, était nu. Et dans ses yeux, une tristesse vraie. Ce que j'ai fait, je l'ai fait par peur. Par amour peut-être, mais surtout, par peur de ne pas exister sans lui. Un murmure traversa l'assemblée. Jamais elle n'avait parlé ainsi. Le gardien des ancêtres, un vieil homme à la barbe blanche et aux yeux voilés, s'approcha. Il portait une calebasse d'eau claire.
Il la tendit à Nia. Bois, dit-il. Si ton cœur est pur, l'eau te lavera. Si tu mens, elle te brûlera de l'intérieur. Nia prit la calebasse. Elle hésita un instant, puis but. Rien ne se produisit. Pas de cri, pas de tremblement. Juste, un souffle long, et un regard abaissé. Le vieil homme hocha lentement la tête. Alors elle n'a pas tué. Mais elle a troublé l'ordre. Et cela aussi est une blessure. Le roi ferma les yeux. Son visage était épuisé, mais ses lèvres bougèrent. Le pardon ne nie pas la faute, dit-il. Il l'embrasse pour mieux la dépasser. Il regarda chacune d'elles, une à une. Dara, tu veilleras sur la mémoire. Imani, tu préserveras la sagesse. Tari, tu guideras la stratégie. Puis il se tourna vers Nia. Et toi, tu partiras, pas banni, mais libre. Libre de devenir plus que ce que tu as été ici. Plus que ce que je t'ai permis d'être. Nia baissa la tête. Pour la première fois, elle n'avait plus rien à dire. Elle tourna les talons. Elle s'éloigna, lentement, sans escorte. Juste le vent derrière elle, et le poids de tout ce qu'elle avait aimé, perdu, compris. Et derrière elle, le roi chancela. Pas encore mort, mais déjà, de l'autre côté. Les jours devinrent plus lents à Dambassa. Les tambours cessèrent de battre. Les couloirs du palais résonnaient d'un calme inhabituel, un calme trop plein, trop lourd. Un royaume en attente. Le roi Kwanzaa ne quittait plus sa couche. Chaque respiration semblait un combat, chaque murmure un souvenir qui s'efface. Le lion était couché, non par faiblesse, mais parce que le temps avait parlé. Dans la grande chambre, Dara veillait, sans relâche. Elle lui tenait la main, lui humidifiait les lèvres, lui caressait le front comme on apaise un enfant. Elle ne lui parlait pas du passé, ni des regrets. Seulement de lumière, de paix, et de pardon. Imani venait à l'aube, déposant des pierres rituelles autour du lit, chantant bas les prières anciennes. Elle ne pleurait pas, elle préparait le roi à son dernier voyage, comme on prépare un grand navire à quitter la rive. Tari, elle, s'occupait du royaume. Chaque décret, chaque audience, chaque décision passait par ses mains. Elle tenait la barque, mais parfois, en pleine nuit, on la trouvait seule dans la cour, regardant les étoiles, les bras croisés, murmurant sans qu'on sache à qui. Et loin de là, dans les collines du sud, marchait Nia. Elle était partie sans escorte, sans bijoux, sans honneur. Seulement avec une lettre que Dara lui avait remise en silence. Nul ne savait ce qu'elle contenait. Mais ceux qui l'avaient vue passer disaient qu'elle avait changé. Que sa démarche était plus lente. Que ses yeux, autrefois vifs comme des braises, semblaient chercher un horizon plus vaste. Elle ne fuyait pas, elle allait, vers elle-même, vers quelque chose de plus grand que le trône. Peut-être même, vers la paix. Un soir, alors que le vent soulevait doucement les rideaux, Kwanzaa ouvrit les yeux. Ils étaient ternes, mais présents. Il chercha quelque chose du regard. Pas un visage, une mémoire. Dara comprit. Elle posa doucement sa main sur son torse. Il inspira, puis murmura « Ai-je aimé ?» Comme il fallait aimer, elle ne répondit pas tout de suite. Puis, à voix basse « Tu as aimé avec excès, avec aveuglement, mais tu as aimé, et cela suffit à te faire homme. » Ses doigts tremblaient, ses lèvres aussi, mais elle resta forte. Pour lui, pour le royaume, pour elle-même. Kwanzaa ferma les yeux une dernière fois. Un souffle, léger, fragile, mais complet. Le roi était parti. Pas dans le tumulte, pas dans la colère, mais dans l'acceptation. À l'aube, les tambours retentirent. 3 coups, lents, profonds. Le son du deuil, le son de la transition. Sur le balcon royal, Dara, Imani et Tari se tinrent côte à côte. Drapées de blanc, le regard levé, le cœur aligné. Elles n'étaient plus des rivales. Elles étaient les gardiennes de son héritage. Et dans un village reculé, au pied d'un vieux baobab, Nia leva les yeux au ciel. Elle murmura son nom, pas comme un regret, pas comme une prière, mais comme un adieu. Car au-delà du pouvoir, de la jalousie, du poison, et de la douleur, restait l'histoire. Et l'histoire avait retenu le souffle du lion. Si cette histoire a éveillé en vous quelque chose, si vous avez marché aux côtés de Dara dans le silence, écouté les prières d'Imani, compris la vigilance de Tari, et ressenti, ne serait-ce qu'un instant, la solitude de Nia, alors ne laissez pas ce récit s'effacer dans l'oubli. Abonnez-vous pour entendre d'autres voix. Des histoires venues d'Afrique, pleines de force, de douleur, et d'humanité. Et si cette légende vous a touché, partagez-la, offrez-la à ceux qui, comme vous, croient que la mémoire est un souffle sacré. Car tant qu'on raconte, le lion respire encore.